convoyer des véhicules chargés de vivres et de non-vivres jusqu'à Kinkala, jusqu'à Mindouli, jusqu'à jusqu'à Yamba. C'était des convois sensibles. Ben voilà. Oui. Et pour Ifondo, c'était la même chose. Alors depuis le 31 décembre dernier, les réfugiés rwandais vivant au Congo ont perdu leur statut de réfugiés et doivent regagner leur pays à la demande des autorités rwandaises. Alors, qu'est-ce qui a inspiré cette clause? Non. Elle a été signée par qui? C'est pas signé. Quand le HCR, qui est chargé de gérer la Convention de Genève sur les réfugiés, estime que les conditions sont maintenant réunies dans le pays pour que les réfugiés repartent chez eux, c'est le HCR qui a recommandé la clause de cessation. La clause de cessation a été invoquée le 30 juin 2013. 2013. Donc, nos frères rwandais avaient tout ce temps pour choisir entre l'intégration locale ou le rapatriement volontaire. Et la clause de cessation, c'était la mise en vigueur, c'est à partir du 31 décembre 2017. Donc, entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2017, ils avaient le temps de choisir entre l'une des deux options, le rapatriement volontaire, l'intégration locale. Mais la plupart, ils ont choisi l'exemption. Bon, nous allons y revenir, madame, mais essayez de nous rappeler un peu les circonstances dans lesquelles ces Rwandais sont arrivés jusqu'à Brazzaville, partis du Rwanda. Il y a eu un conflit en 1994 au Rwanda. Et suite à la suite de ce conflit, il y a beaucoup de Rwandais qui se sont retrouvés hors du pays. Et les Rwandais qui se sont retrouvés hors du pays, le Congo, parmi eux, le Congo en a accueilli 12 000 en provenance du Congo voisin. De la RDC. RDC. Ils sont partis du Rwanda, ils sont arrivés en RDC, là-bas ils se sont sentis en insécurité. Voilà, 12 000. Ils ont progressé. On les a accueillis, nous les avons, selon la Convention de Genève de 1951, on accueille, on les installe, on les prend en charge. Avec l'appui du système des Nations Unies, nous les avons pris en charge. À partir du moment où le Rwanda a estimé que les conditions étaient réunies pour recevoir ceux qui sont sortis, ceux qui ont quitté le pays, le Rwanda a manifesté ce désir. Et nous avons commencé à travailler. Et j'ai vu dans les archives, en fait, c'est depuis 2009 qu'on avait déjà posé le problème de la clause de cessation. Et en 2009, le Rwanda a dit « je ne suis pas encore prêt ». Et c'est en 2013 qu'on a dit maintenant la clause de cessation du statut de réfugié à partir du 1er janvier 2018. Mais on n'a pas déclaré la clause de cessation comme ça. On leur a donné la possibilité. On leur a dit, vous avez deux options. Soit vous demandez le rapatriement volontaire, soit vous demandez l'intégration locale. Mais la plupart préfèrent l'exemption, c'est-à-dire garder le statut de réfugié. À la date d'aujourd'hui, nous avons environ 802 qui ont demandé, qui ont obtenu l'exemption. Et les 10 000 autres? 17 sont partis en 2017. En 2017, voilà. Ils sont partis, ils sont repartis chez eux et 18 ont obtenu l'intégration locale. Maintenant, les autres, normalement, sont dans l'illégalité. Alors, ceux qui refusent de partir, quelles sont leurs raisons? Pourquoi refusent-ils de repartir au Rwanda? Ils ont dû vous donner des raisons. Ils ont donné des raisons, ils disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ont des appréhensions.
Ils pensent qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Nous sommes allés là-bas. Il y a ce qu'on appelle les missions de Go and See. Viens et vois. Et vois ce qui se passe au pays. Nous sommes allés. J'ai fait partie d'une de ces missions. Je suis allé au Rwanda. Effectivement, j'ai vu que les dispositions sont prises dans le pays. Pour les recevoir. Pour les recevoir. Il y a déjà 3,5 millions de Rwandais de par le monde qui sont repartis. Qui ont regagné le pays. Qui ont regagné le pays. Et quand ils arrivent, on leur donne une maison, un terrain. Ah bon? Oui. Même la carte d'assurance médicale, on leur donne sur le terrain. Mais malgré cela, ils nous disent « Ah, ça c'est ce que vous voyez. La réalité sur le terrain, c'est autre chose. » Oh là là. Donc, voilà. Parce qu'il y a même... mon homologue de là-bas était venu dans le cadre de la sensibilisation. On leur a montré même les types de maisons qu'on leur donne. Il y a un film. Oui. Voilà, ils savent. Mais ils disent que ça, c'est ce que vous voyez. Mais la face cachée de l'histoire, c'est qu'il y a ça. Bon. Nous, on ne peut pas rentrer dans ces détails. Mais ce que nous voyons, c'est que ceux qui sont rentrés, je suis allé, je les ai vus dans leur maison, dans leur activité. On leur donne, celui qui veut un bœuf, on lui donne un bœuf. Celui qui veut un porc, on lui donne un terrain pour faire l'agriculture. Il y a tout, à côté, il y a l'école, il y a les centres de santé, c'est électrifié, croyez-moi. Il y a l'électricité, il y a l'eau, voilà. Et maintenant les autres? Les autres, ils sont irréguliers. Ils sont combien? 10 000, environ 8 500. Ils sont irréguliers. Voilà. Et maintenant... Et que va-t-il se passer pour eux? Le pays a une loi en matière d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers. Et c'est cette loi qui va s'appliquer pour eux aussi. Donc depuis le 31 décembre dernier, nous avons depuis le 1er janvier 2018, nous avons 8 000 clandestins rwandais au Congo-Brazzaville. 8 500. Irréguliers. Alors, à part les Rwandais, Madame la ministre, y a-t-il d'autres nationalités qui sont réfugiées ici au Congo-Brazzaville? À part les Rwandais. Oui, nous avons des Centrafricains, environ 30 000. Oui. Nous avons nos frères congolais, RDC. Environ 15 000. Et en tout, 57 000. 57 000 qui... Réfugiés. En tout. Alors, Madame, vous êtes arrivée au ministère des Affaires sociales après 24 années passées à la BAD, la Banque africaine de développement. Comment avez-vous trouvé le ministère et quels sont les grands chantiers que vous avez ouverts? Bon, disons que je suis revenu au pays après 40 ans, hors du pays. Quand j'additionne le temps que j'ai passé à l'université, le temps que j'ai passé après mon intégration dans la fonction publique, j'ai été détaché à l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, devenu CEMAC. Là-bas, j'ai passé 6 ans et après, je suis allé à la BAD. Alors, comment j'ai trouvé le ministère? En général, on dit tout nouveau, tout beau. Hein? Tout à fait. Et je reviens chez moi, je suis contente de revenir chez moi. Et le ministère, j'étais technicienne, hein, j'étais dans une banque. J'avais ma façon de travailler et j'arrive, je trouve, au ministère. La première impression que j'ai eue, c'est que du côté du personnel, il y avait des appréhensions. Nouveau ministre, qu'est-ce qui va se passer? Et le personnel avait peur, mais je les ai rassurés. Je suis économiste de formation. J'ai travaillé, c'est vrai, dans le développement, j'étais en contact avec les ministères, mais cela ne veut pas dire que quand j'arrive, je dois changer l'équipe. Donc j'ai gardé mon équipe, hein, j'ai gardé l'équipe que j'ai trouvée. Alors je reviens à la question, quels sont les chantiers ou les grands chantiers que vous avez ouverts quand vous êtes arrivé? Quand je suis arrivé, donc je disais que j'ai trouvé une équipe et avec cette équipe, nous avons d'abord fait l'état des lieux hein, et nous avons trouvé que mes prédécesseurs avaient fait un travail colossal
malgré les difficultés, un budget qui n'arrêtait pas de se réduire, les difficultés au niveau des effectifs, les difficultés au niveau des infrastructures, des moyens d'intervention. Mais nous avons fait l'état des lieux, nous avons relevé les mêmes faiblesses que mes prédécesseurs avaient déjà relevées. Et j'en profite pour rendre un hommage au travail colossal qui avait déjà été abattu, surtout en termes d'études pour évaluer le phénomène de vulnérabilité de la population congolaise et identifier les projets qui pouvaient nous aider à lutter contre la pauvreté, à assurer la protection de la population. Et parmi ces projets, il y a un projet emblématique que le pays connaît, c'est l'Isungi. Donc nous avons fait l'état des lieux, nous avons préparé, regardé le cadre réglementaire, parce qu'il nous manquait dans le pays, il nous manque toujours, parce que ce n'est pas encore approuvé, la loi d'orientation de l'action sociale. Ah, justement, voilà. C'est la question que j'allais vous poser. Où en êtes-vous avec cette loi d'orientation de l'action sociale au Congo? Nous l'avons préparée. Ah. Elle est dans le processus d'approbation. Donc on attend. Donc, nous l'avions préparée depuis, ça fait plusieurs mois, depuis début 2017. Et nous avons aussi préparé les textes relatifs à toutes les structures spécialisées de prise en charge des personnes vulnérables. Nous avons révisé, procédé à la révision de la politique nationale de l'action sociale et le plan d'action. Nous avons maintenant notre plan d'action 2018-2022. Nous avons préparé, vous avez dû voir à la télé, un protocole d'accord avec le HCR et le mécanisme humanitaire qui nous permet de travailler avec non seulement 14 ministères sur l'action humanitaire, mais au niveau des départements, nous allons avoir, quand nous allons mettre en œuvre le mécanisme humanitaire, avoir une équipe de réponse rapide. Si nous arrivons aussi à avoir le fameux fonds d'urgence qui est prévu dans notre plan d'action, cette équipe qui regroupe plusieurs ministères, plusieurs départements. Le budget 2018 est en discussion. Est-ce que vous l'avez prévu là-dedans? Dans le budget 2018, oui. Le fonds d'urgence, oui, oui, nous l'avions prévu. D'accord. Alors, votre prédécesseur a mis en chantier un certain nombre de projets que vous avez décidé de conserver. L'Isungi, Téléma, etc. Non, pas Téléma. Téléma, c'est nous. Ah, Téléma, c'est vous. Oui. Alors, l'Isungi d'abord et Téléma ensuite. Oui. Allons-y. L'Isungi était à titre pilote. Donc, nous avons négocié avec la Banque mondiale pour aller au-delà de ce qui était dans l'Isungi pilote. L'Isungi pilote, c'est quoi? C'était des transferts monétaires à des familles très pauvres, des personnes âgées, et puis permettre aux enfants d'aller à l'école, de se faire soigner. Mais nous avons, dans nos discussions avec la Banque mondiale, nous avons obtenu que nous allions au-delà, c'est-à-dire apprendre à pêcher, pas seulement donner, mais... pas donner du poisson, mais donner des filets qu'ils aillent pêcher. Qu'ils aillent pêcher. Donc, nous avons inclus dans l'Isungi additionnel, qui a été approuvé en avril 2017, les activités génératrices de revenus. Il y a l'AFD aussi qui est entré avec des fonds additionnels. Et là, nous aurons un fonds de garantie et un fonds d'appui avec la Banque postale pour appuyer les microcrédits, les microcrédits, voilà, pour que les gens deviennent autonomes, qu'ils n'attendent pas seulement le transfert monétaire, mais que les ménages prospèrent. Voilà. Maintenant, le projet Téléma que vous avez initié, en quoi il consiste? Téléma, c'est à peu près le même genre, mais là-dedans, nous avons non seulement les activités génératrices de revenus, nous avons inclus le pool. Vous voyez qu'il y a longtemps que nous avons prévu le relèvement précoce des populations du pool, le développement du pool.
Nous avons le pool et nous avons d'autres départements. Et il y a les activités génératrices de revenus et le renforcement des capacités du ministère. Voilà. Parce que nous avons noté, quand on a fait l'état des lieux, qu'il y a beaucoup de faiblesses, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des, voilà, mais madame, des moyens d'intervention. Les bénéficiaires de ces projets, Lisungi, Téléma et autres, comment arrivez-vous à les identifier? Avez-vous déjà lu le rapport sur la pauvreté qui avait été produit par la Banque mondiale? Oui. Voilà. Là-dedans, on vous dit, dans tel département, voilà le taux de pauvreté. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'ECOM. Hein, c'est l'enquête que mène l'Institut national de la statistique. Et dans ces études-là, on vous dit où sont les pauvres. Ah, d'accord. Voilà. Où sont les pauvres, où sont les très pauvres. Par exemple, Lisungi pilote, on a commencé avec des localités où le taux de pauvreté est plus élevé que le taux de pauvreté au niveau national. Vous avez des localités, au niveau national on parle de 46%, mais vous avez des localités qui ont un taux de pauvreté de 98%, 78%. C'est pour ça que vous avez, je crois c'est Makelekele, Bakongo, Filou, Djiri, à Brazzaville, vous avez Luandjili, vous avez Mvumvu à Pointe-Noire, vous avez Makwa, vous avez Oyo. Les gens sont surpris quand on parle de Oyo. Mais croyez-moi, le taux de pauvreté à Oyo, dans certaines trucs, atteint 70%. Et assez remarquable. Et assez remarquable. Et avec l'Isungi additionnel, nous allons à Gamboma, à Ngo, et les populations autochtones. Donc on a ajouté d'autres localités. Voilà. Alors, mais le point de départ, vraiment, c'est le rapport de Poverty Assessment. Là où on nous dit telle localité, voilà le taux de pauvreté, voilà le taux de... Voilà, c'est ça. Quels sont vos rapports avec les nombreuses ONG qu'il y a au Congo? Ben, les rapports, nous travaillons avec les ONG, mais une fois que la loi d'orientation sera approuvée, ces rapports vont se renforcer. Parce qu'avec la loi d'orientation, on fixe un cadre pour juger telle ONG est éligible, telle autre n'est pas éligible et tout. Donc ça va renforcer et on va mettre en place des mécanismes pour que ces ONG soient redevables. Voilà, nous allons travailler ensemble. Mais nous travaillons déjà avec, par exemple, le REIPER. Nous travaillons, je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Voilà, le REIPER. Nous travaillons avec Afrique Handicap. Il y a des ONG avec lesquelles nous travaillons déjà. Voilà. Madame, nous allons arriver. Nous comptons beaucoup sur l'approbation de la loi d'orientation pour renforcer le cadre de coopération. Et puis nous allons les surveiller, voilà. Nous approchons de la fin de notre émission, madame. Dans son dernier message devant le Parlement réuni en Congrès, le président Sassou Nguesso avait préconisé la réduction du nombre de missions à l'étranger, de même qu'il fallait revoir à la baisse la composition des délégations. Comment mettez-vous en application cette exigence du président? Bon, vous, madame Dinganzondo, vous voyagez avec combien de personnes, vous? En général, c'est avec 2 techniciens. Voilà. En général. Mais il y a des missions. Moi, mes missions, j'ai des missions. La plupart des missions, c'est des missions dans le domaine humanitaire et des missions dans le domaine social. Dans le domaine humanitaire, en général, je conduis une mission interministérielle. Donc, il y a plusieurs ministères, affaires étrangères, justice, défense. Alors, il faut qu'il y ait un dans chaque ministère. Non, mais quand vous voyagez juste pour votre ministère à vous, 2 personnes, c'est-à-dire qu'il y a vous et 2 autres personnes. 2 autres personnes. Ce qui fait que vous traînez votre valise vous-même à travers les aéroports et tout et tout. Exact. Bon, madame, vous avez effectué un certain nombre de voyages, de déplacements à l'étranger, justement, on y est. Quels ont été les bénéfices de ces voyages-là? Quelques-uns, pas tous. Quelques-uns. Bon, à Genève, avec, ça c'est
purement humanitaire, hein, Tout à fait, tout à fait. avec le HCR. J'ai effectué 2 missions. La première a été écourtée parce qu'il a fallu revenir parce qu'il y avait le problème du pool. Hein. C'était en septembre 2016. Mais j'ai eu le temps de discuter avec les responsables du HCR et j'ai posé le problème de renforcement des capacités. Donc j'ai sollicité et j'ai obtenu le renforcement des capacités grâce aux consultants qu'ils ont mis à ma disposition, et nous avons préparé donc le protocole d'accord qui a été signé dernièrement avec le HCR et le mécanisme humanitaire. Nous avons entamé des formations pour le renforcement des capacités, non seulement de mon ministère, parce que le mécanisme, comme je vous ai dit, la mise en œuvre de ce mécanisme implique plusieurs ministères, y compris la gendarmerie et tout. Donc on a commencé déjà la formation, on a fait déjà 2 formations, 2 ateliers. Il nous reste maintenant la formation dans les départements. Il y a 12 ateliers. Et en plus de cela, la Banque mondiale et le HCR, ils ont mis en place une initiative pour les déplacements forcés. Il y a au niveau de la Banque mondiale, il y a une fenêtre qui a été créée pour le financement des activités relatives au déplacement forcé. On appelle ça fenêtre spéciale IDA 18. Et j'ai obtenu aussi cela, que le pays soit éligible. Donc voilà. Le pays a été jugé éligible. Oui. Et donc d'ici là, nous allons obtenir... enfin, il y a une mission qui va venir pour que nous préparions un projet qui va s'ajouter à l'Issungi. Et on va s'occuper donc des déplacements forcés, donc les déplacés forcés du pool, et peut-être les réfugiés, et surtout la zone de Bétou. Voilà, parce que Bétou est parmi les localités les moins développées du pays. On va se limiter à ça, madame. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous accorde 3 minutes pour conclure. 3 minutes pour conclure. Ben, je vais commencer par vous remercier de m'avoir invité à cette émission que j'apprécie beaucoup. Ah, merci. Et non seulement l'émission, hein, et votre métier aussi, j'apprécie beaucoup parce que si je devais me convertir dans un métier, hein, c'était le journalisme. Donc je disais que je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir permis de parler du travail du ministère, ce que nous sommes en train de faire au ministère. Et aussi, je voudrais rassurer nos cibles. On n'a pas parlé de tous nos cibles. Nous n'avons pas que les déplacés du pool, les réfugiés. J'ai des personnes vivant avec handicap, des veuves, des enfants de la rue. Mais nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas que nous les oublions, non, pas du tout. Nous travaillons à trouver des solutions à leurs problèmes. Mais bon, compte tenu des moyens limités, il ne faut pas qu'ils soient désespérés, mais nous sommes en train de travailler. Donc nous pensons à eux. Quel que soit le bout